un Attention. secret, un secret. Donc, vous n'allez pas le diffuser, vous allez faire quand même. On le gardera pas. C'est pas grave, je peux le dire. Maintenant, il y a prescription. En réalité, je préfère le Bourgogne blanc. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. Roland Ries, bienvenue dans Petit Kawa. Bonjour. Quelle vaste tâche de présenter Roland Ries. Tu incarnes à toi tout seul l'expression avoir de la bouteille. D'une part, il y a l'homme politique, sénateur, puis maire de Strasbourg, évidemment, de 2008 à 2020. D'autre part, il y a l'homme de lettres, l'enseignant, l'auteur aussi. Et puis au milieu de tout ça, il y a l'homme tout court, celui que j'ai invité à boire aujourd'hui un petit café sur le plateau de Stu. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant toute chose, comment ça va ? Je vais bien avec un peu plus de temps libre, plus de temps libre, mais aussi quelques difficultés liées à ma sagesse et à mon âge avancé. Les deux, évidemment. Mais le moral est bon. Mais le moral est bon. J'ai quelques problèmes à l'épaule, d'abord à l'épaule gauche et maintenant à l'épaule droite. Mais c'est en train d'être réparé par les chirurgiens. Et je viens, il y a 15 jours, de me faire opérer de l'épaule droite alors que je m'étais fait opérer déjà de l'épaule gauche. Mais ça, ce sont les... Tu pratiques encore le tennis? Je sais que tu étais un gros Là, je suis à l'arrêt. C'est en pause. Hein. Je ne suis pas qualifié pour le faire, mais je vais essayer de le reprendre dans 2-3 mois. Tu as quitté la mairie de Strasbourg en juillet 2020. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait de plus cool depuis que tu as arrêté. Je suis devenu un peu plus casanier, mais j'adore la région, la ville dans laquelle je vis depuis fort longtemps. J'en profite la région. J'en profite flâner un peu voilà, dans le local. Pour avoir mon rythme de vie. Et puis j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui sont d'ailleurs là à Strasbourg en ce moment. Ça, j'imagine que c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir passer du temps avec eux. Je passe le week-end là avec ma fille et mon fils et ma femme, évidemment. Et puis les petits-enfants vont venir la semaine prochaine. Donc Qu'est-ce que tu fais avec eux? Il y a des activités un peu j'ai un petit-fils qui a 12 ans, j'imagine, qui a 12 ans, qui est un champion d'échecs. Et confidence, je ne joue plus avec lui aux échecs. Il me bat tout le temps. Donc, ça n'est plus intéressant. L'élève a dépassé le maître. Voilà, mais quand même, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Et puis, j'ai une petite fille qui a 8 ans maintenant, qui s'appelle Lola, qui fait de son grand-père exactement ce qu'elle veut. C'est une petite blonde qui a un sourire complètement... Enfin, je ne peux pas résister, quoi. Donc, voilà, elle me dit, je veux aller là, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, je ne discute pas, parce que de temps en temps, il lui arrive aussi d'être un peu plus... Elle gagne du terrain. Comment est-ce que je vais dire? Autoritaire. J'aimerais qu'on parle de ta jeunesse. Tu as grandi quai des Alpes. Tu as quel âge quand tu emménages quai des Alpes? Quai des Alpes, ça devait être 1953 ou 1954. On habitait auparavant rue de Chamonix, mais l'appartement était trop petit parce que j'étais pas l'aîné, le deuxième de 6 enfants. Donc, ah oui, d'accord. À un moment, il fallait... on a trouvé ce pavillon, en location d'ailleurs, le long du quai des Alpes, 33 quai des Alpes très exactement. Si tu essaies de te plonger dans tes souvenirs, à quoi ressemblait le paysage quand tu sortais de chez toi? À quoi ressemblait le quartier à ce moment-là, quand tu emménages? C'était donc le quai des Alpes, mais le quai des Alpes était en impasse. On s'arrêtait à hauteur... du terrain militaire qui était là, et qui aujourd'hui est devenu un parc. Et ce qui me reste dans la tête, c'est que les garagistes de Strasbourg en profitaient pour tester les freins des véhicules qu'ils avaient à entretenir ou à réparer. Et il y avait sur le quai des Alpes des traces de freinage avec une grande la gomme qui était sur la route. Parce qu'il n'y avait pas de circulation. Parce qu'il n'y avait aucune circulation. Il y avait quoi à la place du Rive Étoile? Est-ce qu'il y avait encore le vieux port Alors c'était la fin de cette partie du port autonome. Mais dans mon souvenir, dans les années 50, 55,
c'était vraiment une zone industrielle forte, avec des péniches qui venaient du Rhin, qui déposaient, je ne sais pas, le blé, enfin... Toi, quand tu y es emménagé, c'était sur la fin, ça? C'était quoi? C'était laissé à l'abandon? Il y avait encore les grues? C'était la fin, ça déclinait, mais c'était quand même encore très actif. Ça a commencé à décliner plus fort à partir des années 60. Tu as finalement passé presque toute ta vie à Strasbourg, ou toute ta vie à Strasbourg. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans Strasbourg? Est-ce que c'est une ambiance, c'est une architecture, ou c'est vraiment lié à l'histoire? C'est lié à l'histoire, et puis c'est lié à la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg est quand même un monument que je qualifie toujours d'ailleurs, de monument improbable. Quand on sait qu'elle a 1000 ans d'existence, un peu plus maintenant, ce bâtiment-là, il ne devrait pas exister. Il est improbable, mais il existe quand même. Donc c'est un miracle, d'une certaine manière, un miracle architectural. Et c'est quand même le symbole de Strasbourg, de l'Alsace. Si tu avais pu être maire d'une autre ville en France, ou dans le monde d'ailleurs? J'aime bien en fait Marseille, pour une raison simple, qui existe aussi d'ailleurs à Strasbourg, c'est qu'il y a une grande diversité culturelle et une grande diversité humaine à Marseille, avec tout ce que ça comporte comme difficulté aussi. Hein. Et urbaine aussi d'ailleurs. Mais c'est une belle ville. C'est une ville, alors elle a la mer à côté, ce qui n'est pas le cas de Strasbourg. Elle a sa réputation aussi, mais oui, c'est sûr que c'est donc voilà, j'ai deux amours, Strasbourg et Marseille. Voilà. En Alsace, on a pas mal de traditions. Et il y en a une sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, c'est l'apéro. Est-ce que c'est une tradition que tu pratiques maintenant que tu as un peu plus de temps? Oui, j'ai jamais arrêté de ce point de vue-là. Il ressemble à quoi l'apéro parfait pour toi? Le cadre peut être très, très divers, mais j'adore le picombière. J'en ai encore pris un hier soir avec ma petite famille. Ils me regardent toujours un peu d'un avec le picombière, mais j'aime bien le picombière. Ça fait partie de l'ADN de l'Alsacien, je crois que c'est obligé. Je me souviens du premier picombière que j'ai pris avec mon père, qui était adjudant-chef et qui, le dimanche après la messe, allait... au Saint-Gothard, je ne sais pas, ça n'existe plus, le Saint-Gothard. C'était à Strasbourg? Oui, c'était à Strasbourg, près de Sainte-Madeleine, l'église Sainte-Madeleine. Après la messe, et pendant que ma mère préparait le déjeuner, parce que le père ne cuisinait pas trop. Ne cuisinait pas trop, non. Mais il prenait l'apéro. Et un jour, il m'a dit, tu veux pas aussi un apéro, là, une picombière? À quel âge? J'avais peut-être une dizaine d'années. Ça, c'est le baptême pour tous les Alsaciens, je crois, à 10 ans. À 10 ans, mais j'étais complètement parti, quoi. C'est quand même très saoulant, quoi. Il y a un peu d'alcool pour 10 ans. Le picombière. Et depuis, j'adore le picombière, mais point trop d'en faut, quand même. Hein. Oui, bien sûr, comme tout. Voilà. Si tu devais garder qu'une seule boisson pour l'apéro, tu m'as un petit peu répondu, ça serait le picombière, j'imagine. Et pour un bon repas, si tu devais garder qu'une seule boisson, ça serait quoi? Ah ben moi, j'aime bien le vin. Hein. Blanc d'Alsace. Alors, un secret. Donc, vous n'allez pas le diffuser. Vous allez faire quand même. On le garde un peu. C'est pas grave, je peux le dire. Maintenant, il y a prescription. En réalité, je préfère le Bourgogne blanc. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. Mais je ne peux pas le dire ici en Alsace. Je ne pouvais pas le dire, maintenant je peux. J'aime bien Moi aussi, j'ai toujours un peu honte de le dire, mais oui. Le meursault, le Beaune. Le meursault, ça c'est... Du velours. C'est paradisiaque, là. Mais c'est pas donné non plus. Hein. Enfin, c'est pas donné non plus. Mais j'ai appris parce qu'on m'a donné l'occasion d'essayer des très bons Riesling aussi, des grands crus un peu plus âgés qui sont excellents. On a beaucoup progressé en Alsace aussi, mais les Bourguignons ont quand même encore une petite avance sur nous. Alors c'est peut-être leur terroir aussi. Hein. Leur cépage. Mais on garde le meursault pour un ultime vin de repas. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un alcool que tu peux plus du tout boire parce que dans ta jeunesse, il y a eu une mauvaise expérience ou qui est jamais passé de ta vie? Moi, je sais que le rhum blanc, je le sens, ça sort. Ça va pas du tout. Ah bon? Ouais. Oh non, moi, je n'ai pas de problème avec le rhum. Ça tient bien. Ni le rhum blanc, ni... pas de mauvaise expérience. Non, j'ai pas de souvenir.
Si, j'ai des souvenirs, notamment un souvenir lointain d'une tournée dans le vignoble avec mon beau-frère, donc, le frère de ma femme, où on avait quand même un peu forcé. On avait La tournée des vignobles, c'est dangereux. Et c'était dans les caves successives, etc. Et à la fin, j'en étais malade, quoi. Ça, et surtout qu'il fallait rentrer. C'est peut-être pour ça le vin d'Alsace. Mais c'est pas moi qui conduisais, hein. Mais là, j'étais vraiment malade. Voilà. C'est peut-être pour ça que tu préfères le Bourgogne. Maintenant, je te propose de te servir 3 questions dans cette belle chope. Il y a des papiers au fond. Tu peux en piocher une et puis nous la lire à haute voix si tu veux bien nous apporter une réponse. Alors, est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vie pour toujours et que tu n'oublieras jamais? Alors, je suis obligé de dire des choses un peu personnelles là-dessus. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 19 ans. Et elle en avait 21. Et elle était beaucoup plus ouverte sur la vie que moi. Elle m'a beaucoup appris à cette époque sur le fait de se libérer du carcan de l'éducation qu'on a reçue. Elle était plutôt d'origine paysanne, hein, elle était du Haut-Rhin d'ailleurs, Vickerschwir, et elle s'était libérée beaucoup plus que moi, et elle m'a entraîné. Elle m'a entraîné dans une forme de recherche de la personnalité profonde. De tirer le meilleur de toi. Elle a réussi à tirer le meilleur de moi parce qu'elle avait elle-même eu cet itinéraire-là. Alors dans des conditions différentes. Et donc, pour moi, ça a été aussi une révélation. J'ai pas beaucoup fredonné, on va dire, à 18 ans, même si j'ai fait un petit peu. Elle un peu plus, et donc elle m'a entraîné à m'ouvrir au monde. Voilà. J'aimerais qu'on fasse une mini parenthèse sur un prix que tu as reçu en 2014. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Tu as été élu par le magazine Vanity Fair dans le top 10 des magistrats les mieux habillés de la planète. Et alors, je tiens à préciser que c'était pas que mieux habillé, c'était un style de vêtements allant au-delà de la dernière tendance, hein, disait quand même le magazine. Sur quoi tu as déclaré: le choix et la qualité de mon nœud de cravate sont enfin reconnus. Jolie réponse. J'ai dit ça? Oui, tu as dit ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais ou c'est important pour toi le style? Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que j'ai découvert ça un peu par hasard, à vrai dire. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances. C'était des DNA, je crois. Oui, quelqu'un, il y avait un article qui était fait là-dessus. Je ne savais pas exactement comment... je ne savais même pas ce que c'était la Vanity Fair non plus. Donc, il a fallu qu'on m'explique un petit peu ce que c'était. Et j'étais considéré comme un des hommes élégants, enfin, ou les plus élégants. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas comment ils font leur choix. C'est américain en plus. Je ne le sais toujours pas d'ailleurs. Et alors, effectivement, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais tu es dans Vanity Fair, etc. » Je dis « Ah bon ?» Donc, ça m'a évidemment flatté. C'est normal. Mais je dois dire que là aussi, je n'étais pas quelqu'un qui faisait des recherches vestimentaires. Il te vient d'où ton style? C'est quoi tes influences? Quelqu'un te conseille? C'est ta femme qui te conseille? Je crois que ça vient de ma femme. C'est elle qui revient le prix. C'est elle qui Et tu avais souvent des écharpes aussi? Oui, j'avais souvent des rouges. Voilà, oui, j'avais une écharpe rouge. Je pense que ça a dû jouer, effectivement. Ça, j'aimais bien cette écharpe très rouge, quoi, voilà.
Mais t'as pas un attrait particulièrement pour les vêtements ou quoi. Non, t'as pas une pièce dont t'es fier dans ta garde-robe où tu te dis, je suis content d'avoir ça. Non, encore aujourd'hui, tiens, encore ce matin, j'ai demandé à ma femme qu'est-ce que je peux mettre là. Parce que je savais pas trop à quoi m'exposer. Elle est de bons conseils. Ouais. C'est à elle que revient le prix. Durant ta carrière politique, t'as rencontré énormément de monde, évidemment. C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus impacté? Je pense que c'est probablement la rencontre avec Michel Rocard. Michel Rocard, en quelle année? C'était en 1969. Donc après 68, c'est mon initiation à la politique, c'était 68. Et j'ai rencontré Rocard l'année suivante, un peu par hasard. Et il a été mon mentor en politique, jusqu'à sa mort, à vrai dire, très proche. Je l'ai suivi parce que c'était un social-démocrate comme moi, quoi. Enfin, ce que j'étais devenu. Et c'est à son contact que j'ai eu cet engouement pour la politique. En 1974, il a rejoint le PS. J'ai fait la même chose. Et puis... on est resté amis jusqu'à la fin de ses jours. Quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup. Très proche. Et on a eu des discussions politiques fortes. Et il a été mon maître à penser, quoi. Et la personne la plus connue que tu as rencontrée? J'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré les papes, enfin j'ai rencontré la reine Elisabeth aussi. La reine Elisabeth. T'as quoi comme souvenir de cette rencontre? C'était bref, un rendez-vous officiel. J'ai un très bon souvenir parce que j'étais frappé par la qualité de son français. Ah oui? Elle parlait remarquablement le français. Et toi, ton anglais? My English is not too good. Okay. My terror is rich, but I am not rich. Pas mal. Si tu devais faire un dîner avec 5 personnes, mortes ou vivantes, est-ce que tu sais qui tu voudrais avoir autour de ta table? Il faudrait d'abord qu'il y ait un de mes anciens copains du Quai des Alpes, parce que je les ai perdus de vue, mais ça reste quand même assez fort. Oui. Il y avait un garçon qui s'appelait André Hitzel, qui habitait tout près de chez moi, à la rue du Jura, et qui a été un ami d'enfance. Et je trouve que, puisque j'ai 5 personnes à citer, il faudrait qu'il aura sa place. Il aurait sa place. Il faudrait qu'il ait sa place. Ensuite, je pense que mon père, qui a été un type exceptionnel, militaire de carrière. Premier picon. Premier picon, dont j'ai déjà parlé. Ça peut être des personnalités aussi. Alors, il y a Rocard aussi, j'en ai déjà parlé, donc on ne revient pas là-dessus. Il t'en reste 2, du coup. Encore 2. Quelqu'un que tu aurais peut-être rêvé de rencontrer? J'étais, à l'époque, fasciné par De Gaulle, quand même, aussi, par le général de Gaulle. Et puis, lui aussi, il avait un humour... J'aimais bien ça. Pour mettre l'ambiance à table. Voilà, et mon père était un gaulliste convaincu, quoi, voilà. Et alors, le dernier, je vais quand même choisir Georges Brassens, qui est quand même... je suis un grand fan. Voilà. Georges Brassens, je connaissais beaucoup de ses chansons, je les chantonne, etc. C'était un anarchiste, mais un anarchiste à visage humain, quoi. Un anarchiste qui n'était pas un sanguinaire, on va dire, loin de là. C'est une bien belle tablée, avec une petite bouteille de blanc de Bourgogne. Ça sera un repas assurément réussi. Moi, je suis d'une autre génération, forcément. Je suis un grand amoureux de Brassens, un grand amoureux de Gainsbourg aussi, mais aussi un grand amoureux de rap français. J'en écoute énormément. D'ailleurs, Brassens, au même titre que Renaud ou Gainsbourg, quand on s'intéresse un petit peu à leur début, sont un petit peu finalement des prémices qu'on peut retrouver dans les prémices du rap français, de commencer à parler un petit peu Gainsbourg sur sa fin de carrière. Brassens, dans sa manière de raconter des histoires et puis de faire ses rimes, a aussi un petit côté assez semblable du rap. Est-ce que tu es, je sais pas si tu en écoutes évidemment, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que le rap français c'est un petit peu
à certains égards, hein, certains types de rap, une évolution de la poésie aujourd'hui? Alors là, je me déclare incompétent. À vrai dire, je connais pas vraiment le rap. Non, je suis pas de cette génération-là, donc je peux pas vraiment répondre là. Je m'attendais un petit peu à cette réponse et du coup pour te faire peut-être un petit peu découvrir ce monde-là, je t'ai préparé un petit jeu. J'ai préparé 3 citations. Elles peuvent être d'un rappeur ou d'un poète. Tu vas devoir deviner juste la citation. Ok? Alors la première citation est: le seul moyen de te posséder, toi, c'est de poser des toiles. Pour les pigments, j'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. Ça doit être du rap, ça, non? C'est du rap, tout à fait. C'est un rappeur qui s'appelle Nekfeu, que je te recommande d'écouter, qui a vraiment une plume très proche de la poésie. Le seul moyen de te posséder, toi, c'est de poser des toiles. Pour les pigments, j'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. Ensuite, la deuxième citation, ça va être trop facile pour toi. J'aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes où naissaient chaque jour quelques êtres nouveaux. Leur fer était leur sang, la flamme, leur cerveau. Baudelaire? Non, alors c'est effectivement de la poésie et c'est Apollinaire. Ah, Apollinaire. Ah, pourtant, ça, j'adore Apollinaire. Je ne connaissais pas ce texte. C'est Alcool, du coup, de 1913. Oui, Alcool, oui. Et la dernière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence. Petit prince d'ennui modeste entre moutons et somnolence. Dans la vieille maison de briques de la Belgique sous les tropiques, à l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Ça doit être du rap, ça aussi, non? C'est du rap, tout à fait. C'est Gaël Fayet, qui est aussi un écrivain qui a eu le prix Goncourt des étudiants, qui a fait des ouvrages littéraires aussi qui sont super, que je te recommande aussi. Je trouve que je connais mieux le rap que je ne le pensais. Mais bien. Bien joué. Tu es un grand amoureux de la poésie et de la littérature aussi. Comment ça t'est venu, cette passion pour les lettres? Alors, ça m'est venu par 2 écrivains, 2 poètes, à vrai dire. Le premier, ça vous étonnera peut-être, c'est Boileau, Nicolas Boileau, au XVIIe siècle. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup cette poésie, je dirais, léchée, très encadrée, à vrai dire, où l'inspiration avait finalement moins d'importance que le fait de ciseler les mots. T'as quel âge quand tu découvres ça? J'ai 18 ans, quoi. Ok. Et puis après, le deuxième, à l'opposé de ça, c'est justement Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire a été pour moi une révélation. Alors, une révélation dans l'inspiration. Je sais pas, des poèmes comme le Pont Mirabeau, ou les Rhénanes, par exemple. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chanter plus haut, en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes, au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Ah oui, tu les as encore bien. Ça, c'est un poème que j'adore. On arrive sur la fin de cette interview. C'est bientôt l'heure d'aller manger. Une petite recommandation de resto peut-être à nous faire à Strasbourg? Ah, il y a une chose que j'adore. J'adore les cuisses de grenouille. Ouais, c'est bon. Et ça vient de mon père. Très bourguignon, finalement. Oui, mais mon père allait chercher les grenouilles dans les prés. Et puis, comment il se débrouillait. Et ma mère savait faire les cuisses de grenouille. C'est très fin. Il m'arrive des fois de manger des cuisses de grenouille quand il y en a dans les restaurants. Et si tu devais nous recommander un resto à Strasbourg? Ah, allez, je vais dire la Kammerzell. J'ai appris il n'y a pas longtemps dans la rédaction du jeu qu'on a aussi sur Stub qui s'appelle Knack Jeu, et c'est que des questions par rapport à l'Alsace, qu'il y a eu une réplique en
taille grandeur nature du Camerzel qui avait été construit au pied de la Tour Eiffel pendant l'exposition universelle. Ah, Et il existe des photos du Camerzel vraiment au pied de la Tour Eiffel en grandeur nature. Je suis content d'être venu, j'ai appris quelque chose. Ben voilà, on te l'enverra, mais c'est assez rigolo. On finit toujours les petits kawas par la même question, à savoir qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui en quittant nos locaux? Alors, en principe, j'ai un déjeuner, mais je sais pas encore, j'ai pas encore de confirmation. Je l'avais sur mon agenda, donc il faut que je regarde tout à l'heure. Et en fin d'après-midi, je vais dans les Vosges, dans ma fermette là. J'ai une dernière ultime question un peu perso. On parlait de style avant. C'est toi qui fais tes nœuds de cravate, j'imagine? Oui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à faire un nœud de cravate un peu sympa? Ah oui, ça je pourrais. Oui. Allez, allons-y. Je dois pouvoir le faire encore. Alors, je vais le faire en même temps que toi parce que je vais prendre celle-là. Alors, je fais ça? Ouais, moi je te suis, tu me guides. Hein. Bon, alors, voilà. On est tu es droitier? Oui, je suis droitier. Ok, ouais. Alors attends, ça c'est à gauche du coup? La grosse à gauche? Attends, le gros côté à gauche? Non, on n'est pas bon là. On est pas bon? Ah non. Si. Et là je croise. Ah voilà, oui, ok, voilà, okay. C'est ça. Tu croises. Voilà, ça va trop être pour moi là. Pardon. Bon, je recommence alors. Donc je passe au-dessus. Voilà, tu passes au-dessus. Ouais. Tu tournes autour. Tourne autour. Ça va être tout droit. Attends, merde. Ça va être une catastrophe. Hein. Ah oui, mais je vois, mais moi-même, je suis en train de me planter là-dessus. Il faut que je recommence. Bon, je vais le faire. Mais à mon avis, c'est de l'autre côté là. C'est celui-là qu'il faut être là. C'est ça qu'il faut être. Voilà. C'est là. Voilà. Bon, je sais pas le faire pédagogiquement. Mais je crois que voilà, en gros, c'est ça. Ah bah tu sais le faire, voilà, ça va. Voilà. On y est à peu près. Voilà, bon. Magnifique. Merci beaucoup Roland d'être venu dans Je t'en prie, merci de cette très bonne journée. interview, c'était très sympathique. Salut à toi.